Bismillah. Lydiane regardait par le hublot. Ses yeux reflétaient le bleu du ciel, et l'ombre de petits nuages blancs obscurcissait de temps à autre ses prunelles revêches. Elle s'ennuyait. Les voyages entre les USA et l'Europe étaient encore longs, malgré les vols supersoniques. Son regard s'accrocha à l'aile de l'avion, puis grimpa plus haut, au-dessus des reflets métalliques. Soudain, elle approcha du verre froid, son fin visage, auréolé de mèches brunes. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire ravi. Le voilà, dit-elle, en posant sa main sur l'avant-bras de son compagnon, assis à ses côtés. Il se pencha vers elle et regarda à son tour par le hublot. Provenant des sièges situés derrière eux, une voix d'enfant retentit. Maman, un avion a perdu ses hélices dans le ciel. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5 hélices. À ces mots, Lydiane se mit à rire. L'interprétation de l'enfant n'était pas si fausse, après tout, dans le bleu profond de la haute atmosphère, à la même altitude que le jet supersonique, tournait majestueusement de gigantesques pales. Plus précisément 5 stations de 3 pales, dont le blanc immaculé réverbérait les rayons du soleil. Encore plus haut, on pouvait apercevoir les ballons qui soutenaient l'ensemble. Qu'est-ce que tu racontes, mon petit loup s'étonna une voix féminine, celle de la maman sans doute, qui eut soudain un petit rire. Ce ne sont pas des hélices d'avion, mon chéri, ce sont des éoliennes. C'est le jetnet. C'est beau, affirma l'enfant. Il a raison, murmura Lydiane, en se serrant contre son tout nouvel époux. Ce machin est magnifique. Et ce machin, comme tu dis, est encore en l'air grâce à toi, ma belle. Lydiane sourit avec un brin de nostalgie. 1 an déjà qu'elle avait été réveillée par les bips de son multi-horde. Un son agaçant accompagnait le clignotement du mot urgent sur l'écran de l'ordinateur. Lydiane, grognant, était sortie du lit en fronçant les sourcils. Bizarre, l'envoi était de Max, à 7 heures du matin. Que lui a valu cet honneur? Son ancien petit copain était en poste depuis 3 mois au quai des Orfèvres. Elle le jalousiait un peu, car elle se sentait croupir dans le commissariat de banlieue où elle avait été affectée à leur sortie de l'école d'inspecteur de police. Mais la 104e place de Lydiane, on lui avait guère laissé le choix, contrairement à Max, reçu deuxième. La jeune femme s'assit devant son multi-ordre et se connecta pour récupérer le message. Lydiane, on a besoin de toi ici. Prépare tes bagages. Ton ordre de mission va arriver d'un instant à l'autre au bureau de ton chef. C'est moi qui t'ai recommandé. Je t'embrasse à condition que tu me laisses faire, bien sûr. Les yeux de Lydiane s'agrandirent. Un ordre de mission pour Paris? Dans quel but? Elle n'avait jamais été pistonnée auparavant, et cela lui fit soudain tout drôle de penser que son ex était devenu suffisamment influent pour l'avoir recommandé. À moins que ce ne soit une blague. On n'était pourtant pas le 1er avril. Le mois de juin battait son plein, et rien ne laissait supposer que Max veuille se moquer d'elle à ce point. Elle savait qu'il en pinçait encore un peu pour elle. Ce n'était pas désagréable après tout, juste agaçant quand il faisait croire aux autres qu'un jour elle lui reviendrait. Son portable sonna. Elle bondit pour décrocher et reconnut aussitôt la voix de Martinez, son chef. Guy Dosner, bonjour, dit-il en nommant Lydiane par son nom de famille, comme il le faisait avec tous ses subordonnés. Lui au moins ne faisait pas de discrimination sexiste. C'est vrai que vous n'avez pas le vertige, enchaîna aussitôt le commissaire divisionnaire. Lydiane se demandait si elle l'avait bien entendu. Bonjour, monsieur Martinez. En quoi mes réactions au vertige vous intéressent-elles? Vous avez l'intention de me faire les vitres de votre bureau? Vous allez monter plus haut, répondit-il en riant. On vous envoie en mission dans le jetnet. Lydiane regarda le téléphone comme si l'appareil lui-même venait de dire une incongruité. Le jetnet, répéta-t-elle en insistant sur le mot. Oui, mademoiselle, le jetnet, le complexe européen d'éoliennes, troposphérique qui dérive au-dessus de l'Atlantique. Il faut que quelqu'un monte là-haut. Mais pourquoi moi demanda Lydiane, totalement ahurie. Je vous l'ai dit, parce qu'il paraît que vous n'avez pas le vertige. C'est vrai, oui ou non? C'est vrai, répondit la jeune femme sidérée en s'affalant dans son fauteuil. Mais très peu de gens le savent. Apparemment, quelqu'un au quai des Orfèvres était au courant, conclut Martinez. Max, ainsi c'était pour ça qu'il avait pensé à elle. Dans quelle galère était-il en train de l'entraîner? Pour la première fois de sa vie, elle regretta d'avoir du sang iroquois dans les veines.
Dès sa descente de taxi dans la cour du quai des Orfèvres, Lydiane fut conduite par un appariteur dans une salle où 5 personnes, plus Max, l'attendaient, visiblement avec impatience. Les présentations furent rapides. 3 étaient des policiers, les 2 autres des représentants d'EOL, le consortium européen concepteur du JetNet. Max se gratta la gorge et commença à parler. Un petit résumé pour mademoiselle Guidasnar, si vous le voulez bien. Il se tourna alors vers elle avec son petit sourire en coin qu'elle lui connaissait bien. De plus en plus sûr de lui, le beau Max. Un certain Karl Biotri, l'un des ingénieurs chargés du bon fonctionnement des éoliennes du JetNet, a disparu de son poste. Comme il ne donnait plus signe de vie depuis sa cabine de l'éolienne 2, un homme de relève est monté et a donné l'alerte après avoir découvert une lettre manuscrite dans laquelle Biotri indiquait ne plus pouvoir supporter ces conditions de vie là-haut. Certaines fréquences engendrées par les éoliennes le rendaient fou. Aussi avait-il décidé de mettre un terme à son existence en se jetant dans le vide. Les services de sécurité du consortium EOL ont rapatrié sur Paris toutes les cassettes de vidéosurveillance du JetNet pour pouvoir les examiner plus en détail, et voici ce qu'ils ont trouvé. Tout le monde se tourna en direction de l'écran mural. L'image est très floue, s'empressa de dire Max, pour couper court aux protestations de Lydiane. L'air, en s'échappant à chaque ouverture du sas lors des opérations de maintenance, a dû dérégler la fixation de la caméra. En effet, la vidéo n'était pas d'une qualité extraordinaire, suffisante néanmoins pour voir en gros plan le dos d'un homme penché en avant qui basculait dans le vide. Voici maintenant un extrait image par image de la même scène, reprit Max en pointant une télécommande vers l'appareil. Retour arrière, à nouveau la même séquence, juste avant que le corps ne disparaisse dans le vide. L'écran se figea. Max agrandit l'image. Dans l'angle gauche, on devinait à moitié dans l'ombre une main qui venait sans aucun doute de pousser le dénommé Karl Biotri. Lydiane réprima un frisson d'excitation. Le suicide devenait meurtre. Dans quelle sorte de sas sommes-nous demanda-t-elle. Un homme du consortium EOL répondit. Sous chaque éolienne est accrochée une cabine, et chaque cabine possède 2 sas, un grand qui conduit à l'ascenseur et un autre plus petit qui donne sur l'extérieur. Ces images proviennent de ce petit sas de maintenance. Comment quelqu'un a-t-il pu faire entrer Biotri de force dans ce sas questionna encore Lydiane. Ça, c'est à vous de le trouver. Lydiane se tut. On avait besoin d'elle pour mener une telle enquête. Elle jubilait. C'était sans doute la chance de sa vie. Je monte quand s'écria-t-elle avec enthousiasme. L'hélicoptère t'attend, répondit son ex en souriant. Les autres regardèrent Max satisfaits. Il avait bien choisi. Peu de gens sur cette planète auraient demandé avec impatience à grimper le long d'un câble de 10 000 mètres de longueur. L'ascenseur démarra avec une légère secousse. La cabine était vraiment minuscule, mais vitrée sur l'un des côtés. Cela permettait de voir aussi bien en haut qu'en bas. La vie de Lydiane ne tenait littéralement qu'à un filin plutôt fait de métacarbone ultra résistant, tendu depuis une des gigantesques plateformes dérivant en plein océan. Il ressemble à quoi votre JetNet avait-elle demandé à Max et aux hommes qui l'entouraient. Notre JetNet, quand vous dites, avait répondu le représentant du consortium EOL, ressemble à ça. L'homme s'était dirigé vers la palette graphique d'un multi-ordre et avait tracé un dessin. Sur l'écran mural, Lydiane avait vu apparaître 5 petits soleils que l'homme avait reliés ensemble pour former un pentagone. Les 5 éoliennes géantes avaient expliqué Max, et les câbles qui les raccordent. Puis, sous chaque soleil, l'homme avait tracé un long trait aboutissant à un carré posé sur la surface de l'océan. C'est joli, on dirait un bouquet de fleurs, avait murmuré Lydiane. Un bouquet dont chaque tige est un câble supraconducteur, transportant des milliers de volts vers le bas, en direction des plateformes, mademoiselle. Celles-ci sont lestées évidemment et amarrées à des ancres dérivantes énormes. Le courant électrique ne fait que transiter par elles pour être ensuite envoyé vers l'Europe par tout un réseau de relais à ondes courtes vers des transformateurs implantés sur le littoral. Les poissons électriques doivent faire la tête devant une telle concurrence, avait ironisé Lydiane. Mais son humour lui avait valu quelques coups d'œil agacés, y compris de Max. Du coup, elle s'était appliquée à observer silencieusement le croquis pour bien visualiser et mémoriser la disposition du JetNet.
mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle voyait maintenant depuis l'ascenseur montant au-dessus de l'océan. Le spectacle était féerique. Elle avait l'impression d'être suspendue par des bretelles entre ciel et mer. Juste avant sa montée, un technicien lui avait expliqué le principe, finalement très simple, du JetNet. Toujours à la recherche d'énergie, les hommes avaient décidé d'exploiter dès le début du XXIe siècle les ressources fabuleuses du JetNet, du jet stream, cet immense courant d'air soufflant d'ouest en est entre 7000 et 12 000 mètres d'altitude, à une vitesse oscillant entre 200 et 300 km à l'heure. Placer de puissantes éoliennes au beau milieu de ce titanesque courant d'air et le maintenir tel des cerfs-volants depuis le sol relevait de la folie pure. Mais le pari avait été tenu et gagné. Devant des centaines de caméras, les 5 éoliennes avaient été soulevées par d'énormes grappes de ballons qui allaient devoir les maintenir à la bonne altitude. La plus grande difficulté avait été de décider où ancrer les 5 éoliennes. Comme le jet stream dérive dans la haute atmosphère suivant les saisons, on avait choisi l'Atlantique, au large des Açores. Les 5 éoliennes formaient une gigantesque toile d'araignée, éclairée en permanence pour alerter les avions. Les journalistes l'avaient aussitôt baptisé le JetNet pour mieux en souligner l'analogie avec la toile de l'Internet. Lydiane observa l'océan qui s'arrondissait à l'horizon, les plateformes qui rapetissaient pour devenir de gros points noirs sur le nez bleu de la mer, et le nuage rond qui lui tiendrait désormais compagnie. Elle n'avait pas le vertige, c'est vrai. Elle devait cela à sa mère et à ses grands-parents maternels, Iroquois du Canada, qui, comme tous leurs semblables, n'ont pas cette faiblesse de l'oreille interne humaine qui occasionne le vertige. Les New-Yorkais le savent bien, eux qui chaque jour voient des Iroquois assurer la propreté extérieure de leur plus haut gratte-ciel. En parlant d'oreille, tu arrives dans 10 minutes, dit soudain la voix de Max, tout près de la sienne. Lydiane bougonna. Max, préviens-moi avant de parler dans ton foutu système. Comment veux-tu que je te prévienne? Tu es un peu loin pour que je te passe la main dans le dos. Lydiane haussa les épaules avant de toucher l'écouteur que son ami avait installé dans sa boucle d'oreille droite avant qu'elle ne quitte Paris. Le micro, lui, était dans le pendentif de sa courte chaîne de cou. Tu te souviens de tout? Max ne me prend pas pour une idiote, je connais ton résumé par cœur. Ok, inspecteur, à plus tard. Un clic retentit dans la boucle d'oreille. Lydiane soupira. Qu'il était agaçant, ce mec. Mais dans un sens, ça la rassurait de le savoir en contact permanent avec elle, même s'il était à 3000 kilomètres. Elle n'avait pas le vertige, certes, mais elle devait bien avouer qu'elle éprouvait une belle angoisse devant la tâche qu'on lui avait confiée. Monte là-haut et découvre à qui appartient la main qui a poussé Biotree. C'est ta mission, avait résumé Max, tout en contemplant les pales des éoliennes qui tournaient encore loin au-dessus d'elle. Elle se remémora les données de son enquête. La victime Carl Biotree faisait partie des 5 jets ingénieurs qui travaillaient, tels des gardiens de phare, pendant 2 semaines d'affilée dans le JetNet. Avant et après le meurtre, aucun mouvement n'avait été enregistré en provenance des ascenseurs du système. Donc, seul l'homme chargé de prendre la relève de Biotree avait utilisé un ascenseur dans les heures précédentes. Aucune possibilité que le meurtrier en ait profité pour s'échapper. Un système électronique évaluait en permanence les poids qui montaient ou descendaient des éoliennes. Hommes, nourriture, matériel, tout était comptabilisé. Les techniciens étaient formels. L'ascenseur de l'éolienne 2, celle de Biotree, était bien redescendu à vide, en laissant là-haut l'homme de relève. Le chef de la sécurité avait expliqué à Lydiane que les 5 techniciens n'étaient pas relevés en même temps mais en décalé, un tous les 3 jours. L'avantage était d'avoir en poste en permanence 4 jets ingénieurs sur 5 parfaitement au courant des données du système depuis au moins 72 heures. Si personne n'est redescendu, l'assassin de Biotree se trouve donc encore là-haut, avait conclu Lydiane devant son assemblée de messieurs sérieux à Paris. L'un des policiers avait alors précisé: Nous n'avons pas informé les autres jets ingénieurs de ce crime. Ils croient toujours à la thèse du suicide. Vous bénéficierez de l'effet de surprise. Sauf pour l'assassin, évidemment. Nous sommes très gênés par cette affaire,
car deux des jets ingénieurs sont américains et effectuent chez EOL un stage dans le cadre d'une coopération scientifique. Qu'il soit mêlé à cela est préoccupant. Le consortium a engagé d'énormes sommes d'argent sur ce projet, qui offre des débouchés énergétiques considérables. Cette histoire de meurtre risque de jeter le discrédit sur le JetNet. Ce serait une catastrophe économique, mais aussi politique, car l'Europe est fière de posséder une avance technologique sur ses concurrents étrangers. Mais néanmoins amis. En se remémorant ces mots, Lydiane eut un sourire amer. Comme toujours, on ne voulait pas de vagues. Finalement, elle se demanda si le choix de Max ne s'était pas porté sur elle dans l'hypothèse d'un échec. Il serait plus facile de faire porter le chapeau à une sans-grade de banlieue. La rage la prit. Elle allait leur prouver qu'elle était capable de le trouver, leur assassin volant. Un bruit métallique annonça l'arrivée de l'ascenseur, mais la porte ne s'ouvrit pas. Normal et rassurant. Lydiane était à 10 000 mètres de hauteur. La température extérieure était de moins 25 degrés et il soufflait une petite brise de 300 km à l'heure. Il était préférable que le grand sas vienne se coller depuis la cabine de l'éolienne jusqu'à la porte de l'ascenseur. Tu monteras en premier à l'éolienne 1, avait dit Max. Le jet ingénieur qui l'occupe est en haut depuis 12 jours. La porte de l'ascenseur schwintoff enfin. Bienvenue au poste 1. Je m'appelle Peter Marden et je suis américain, déclara l'ingénieur, qui l'accueillit d'un ton jovial et sans le moindre accent. Lydiane Guidasner, inspecteur de police. Enchanté, une jolie policière. Voilà qui nous change. On n'a pas souvent de visite par ici. Peter affichait une trentaine sportive. L'américain, dans toute sa splendeur, pensa à la jeune femme, sans doute persuadé d'appartenir au seul vrai monde libre de la Terre. Mais les catastrophes écologiques engendrées par la politique ultralibérale de son pays avaient conduit la planète au bord du chaos. Du fait des excès américains, l'énergie nucléaire avait été mise hors la loi et le pétrole exclusivement réservé à la fabrication des matières plastiques. Les États-Unis avaient proposé ce moratoire après avoir décidé de tout miser sur le soleil. Les déserts américains étaient désormais truffés de panneaux solaires et en orbite basse, à 400 km d'altitude, une armada de satellites renvoyait nuit et jour vers les USA de l'énergie sous forme d'ondes ultra courtes, chauffant comme des fours à micro-ondes. Des bassins d'eau bouillante redistribués ensuite dans les réseaux urbains. Les Américains s'en sortaient bien, comme toujours, mais ces bouleversements énergétiques avaient des conséquences effroyables pour les pays les plus pauvres. Trop ruinés pour s'équiper de tels systèmes spatiaux ou de véhicules roulant au GPL, et cela Lydiane, comme beaucoup d'autres, avait du mal à l'accepter. Savez-vous pourquoi je suis ici lui dit-elle assez sèchement. Parce que Biotri a dû se faire assassiner, répondit du tac au tac l'Américain. Lydiane en fut estomaquée. Elle parvint tout de même à garder son calme et demanda: Comment êtes-vous parvenu à cette conclusion? Je n'imagine pas un instant qu'il soit urgent de dépêcher une enquêteuse, même charmante, pour poser quelques questions de routine concernant un suicide à des gens qui sont coincés en l'air et qui, tôt ou tard, vont redescendre. C'est donc que l'affaire est grave et urgente, d'où l'hypothèse du crime. Est-ce que je me trompe? Lydiane réfléchit. La capacité de raisonnement de cet Américain était certaine, à moins que ce ne soit lui l'assassin. Dans ce cas, pourquoi se découvrait-il si vite? Carl Biotri a bien été tué, lâcha finalement la jeune inspectrice. Nous en avons la preuve vidéo. Incroyable, extraordinaire, s'écria le dénommé Peter. Tout heureux. Enfin, je voulais dire, c'est terrible pour lui. Vous le connaissiez bien? Pas vraiment. Vous savez, Gordon, mon collègue et moi sommes en stage pour une période de 3 mois. Il y a une vingtaine de jets ingénieurs qui font à tour de rôle le travail de surveillance des éoliennes. J'ai rencontré une ou deux fois Biotri dans des réunions en bas. Nos relations étaient strictement professionnelles, mais j'y pense. Si vous êtes là, c'est que vous êtes persuadé que l'assassin est toujours en l'air, n'est-ce pas? Génial. Un mystère de chambre close. Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par les histoires d'assassins ayant lieu dans des pièces dont les portes sont bouclées de l'intérieur. En ce qui concerne le JetNet, les portes sont plutôt bien surveillées. Réfléchissons. Je pense être capable de mener mon enquête toute seule, lança Lydiane, cette fois franchement agacée.
Ah oui, c'est vrai, admit Peter. Je fais partie des coupables potentiels, ce serait plausible, puisque Biotri était mon voisin. Le meurtre s'est passé en pleine journée, à 15h05 exactement. Les cassettes vidéo sont hors datées. Alors cela me disculpe complètement. Nous sommes obligés d'envoyer des données toutes les 2 heures. Et moi je le fais chaque jour aux heures impaires. 7, 9, 11, 13, 15 et 17. Donc à 15h05, j'étais assis devant mon multi-ordre. Vous vérifierez quant à mon collègue Gordon. Certes, il est mis aux heures paires, mais comme il est à la station 5, nous sommes donc hors de cause. Ce ne sont pas les méchants américains qui veulent saboter le projet EOL. Vous savez, je suis avant tout un scientifique et ce projet est magnifique. Je suis très fier d'y participer. J'ai bien noté votre histoire d'heure impair, mais pourquoi le fait que Gordon soit à la station 5 le met hors de cause? Question de déplacement. Je vais vous montrer. L'Américain fouilla son bureau. Il était peut-être le champion de la déduction, mais pas le roi du ménage. En examinant le lieu exigu, Lydiane découvrit un véritable capharnaüm. Sur le lit couchette, un duvet était roulé en boule. Au sol de la cabine de douche, des vêtements étaient chiffonnés avec une serviette éponge et sur la table du minuscule bloc cuisine, une part de pizza desséchée s'émiettait dans une assiette près du four à micro-ondes. Peter surprit le regard de Lydiane. J'ai une vie de célibataire au 7e ciel, dit-il en riant. Mais ne vous inquiétez pas, ça me prend 2 heures pour tout ranger avant que la relève n'arrive. Et je sais où se trouvent mes affaires, à mètre près. La preuve, s'exclama-t-il, en exhibant un plan plié en 4. Il l'étala sur les autres papiers et le lissa plusieurs fois du plat de la main. Le plan était un croquis du jetnet. Sous les yeux de Lydiane, s'étalait dans ses moindres détails le Pentagone qu'elle avait vu à Paris. Vous voyez, les stations sont numérotées dans le sens des aiguilles d'une montre. À la 1, moi. À la 2, il y avait Biotui. En fait, pourquoi n'êtes-vous pas monté là-bas en premier? Quel intérêt? L'ingénieur de relève a tout fouillé et laissé ses empreintes partout. On m'a donc envoyé chez vous. Je ne m'en plaindrai pas. Donc regardez, voilà pourquoi Gordon n'est pas coupable, affirma-t-il en frappant de l'index un endroit de la feuille. Il aurait dû passer par une ou deux autres stations avant d'atteindre Biotli. Quelle est la distance entre chaque éolienne? Demanda-t-elle. Plus d'1 kilomètre. Les filins qui les relient entre elles sont identiques à ceux qui les retiennent au sol, en métacarbone. Ce machin est fait pour durer 1000 ans. Il n'y a jamais rien à réparer. Cependant, pour inspecter ces câbles, en cas de nécessité, il existe des espèces de nacelles qui peuvent aller d'une station à l'autre. Voilà donc comment l'assassin se serait rendu chez Biotri. Elles sont motorisées, vos nacelles. Heureusement, vous nous voyez pédaler contre un vent de 300 km à l'heure. Lydiane fit la moue. Elle se ridiculisait en disant des bêtises. Mais comme s'il lisait dans ses pensées, Peter poursuivit. Allez, votre remarque n'est pas si sotte. On pourrait quand même pédaler, car le vent est violent mais la pression est très faible. Nous sommes tellement hauts qu'elle est quasiment nulle, 10 fois moins qu'en bas. Donc ça reviendrait à pédaler dans une brise de 30 km à l'heure, à condition de ne pas oublier d'enfiler la combinaison chauffante et les bouteilles d'oxygène. En vérité, chaque nacelle a un petit moteur. Repérable depuis le contrôle en bas? Non, la mise en marche du moteur n'est pas signalée aux plateformes. Votre assassin a dû en effet utiliser ce moyen pour aller chez Bioti. Vous les utilisez souvent, ces nacelles? Jamais. Quand nous sommes en l'air, personne ne va prendre l'apéro chez le voisin. Trop risqué. On se contente tous de monter et de descendre par nos ascenseurs respectifs. Mais puisqu'il y a eu crime en champ de close, il faut bien admettre que, pour une fois, un des jets ingénieurs a utilisé sa nacelle. Vous, peut-être, risqua Lydiane. Supposons que vous ayez programmé votre ordinateur pour qu'il envoie bien les données à 15h05 et que pendant ce temps-là, impossible. Je vous arrête tout de suite. Ce serait plausible, comme je vous l'ai dit, puisque Biotri était mon voisin à la 2 et que nous sommes ici au groupe 1. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, apparemment, c'est que nous devons être physiquement devant nos multi-ordres aux heures de communication, comme les conducteurs de TGV. Nous devons actionner les touches manuellement, sinon, quick, bon pour le chômage. Lydiane se mordit les lèvres, puis résuma. Pour aller chez Biotri, depuis l'éolienne 5, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Gordon aurait dû passer par les stations de ses voisins, par la vôtre,
ou par les stations 3 et 4 pour changer nos nacelles. Exactement. Et là, on l'aurait repéré, ce qui le disculpe complètement. Si j'admets votre théorie, poursuivit Lydiane, Salvador Palma, qui est à la station 4, est innocenté également car lui aussi aurait dû passer par au moins une autre station pour aller à la 2 chez Biotri. Bien, approuva Peter, en lui faisant un beau clin d'œil. Lydiane se sentit rougir. Cet Américain était charmeur en diable. Allez, Lana. Était-il en train de l'embobiner dans de belles fausses théories? Et s'il était de mèche avec Gordon? Donc, selon votre raisonnement, conclut-elle, seul l'homme de l'éolienne 3 aurait pu commettre le crime. Je devrais donc m'intéresser à Lomel Marini, l'italien, d'après vous. Moi, je n'ai rien dit. Je vous offre un café avant que vous ne redescendiez. Un quart d'heure plus tard, Lydiane reprenait l'ascenseur 1. Elle appela Max pour lui indiquer qu'elle allait dans la foulée rendre visite à Lomel Marini. À son arrivée en bas, un hélico l'attendait déjà et la conduisit aussitôt sur la plateforme de l'éolienne 3. Tandis que l'ascenseur l'enlevait pour la deuxième fois en moins de 2 heures le long de 10 000 mètres de câble, elle se dit que cette enquête ressemblait furieusement à une partie de yo-yo. Tout en montant à l'éolienne, dont les gigantesques pales tournaient à plein régime au-dessus d'elle, Lydiane réfléchit à ce que lui avait dit Peter. Il était clair que cet Américain et Marini étaient les principaux suspects du fait de leur proximité avec la victime. Max, à quelle heure Lomel Marini envoie-t-il ces informations à sa plateforme? Après un instant de silence, Max répondit. Aux heures paires. Chouette, pensa Lydiane. À 15 heures hier, Marini a très bien pu se rendre chez Biotri, avec sa nacelle pour le tuer. Mais si tel n'est pas le cas, s'il a un alibi, qui est le coupable? Peter Murden? Sans bien pouvoir s'expliquer pourquoi, elle souhaitait que non. Alors Gordon ou Salvador Palma. Dans l'un des cas, Peter était complice pour avoir laissé l'assassin passer et prendre sa nacelle, et dans l'autre cas, c'était Marini le complice. Les idées s'embrouillaient dans la tête de Lydiane. Et s'ils étaient tous coupables, tous ligués contre ce pauvre Biotri, le crime du Jetnet Express, comme dans le fameux roman d'Agatha Christie? Et dans ce cas, quel était leur mobile? L'ascenseur s'immobilisa dans une secousse. Elle avait hâte maintenant de savoir ce qu'allait lui dire l'Italien. Mais 10 minutes plus tard, elle dut appeler Max et se faire ouvrir le sas de l'ascenseur depuis la plateforme, car Marini ne répondait pas à ses nombreuses demandes dans le micro. Avant même son entrée dans la cabine, elle avait compris que l'Italien aurait du mal à lui donner des explications. Max Marini a été lui aussi assassiné. Quoi, mais comment? Il est là devant moi, allongé sur le sol, strangulation. Il a encore un morceau de fil électrique autour du cou. Peu de rigidité cadavérique. Le meurtre remonte à 1 heure à peine. Donc cela exclut Peter Murden. Tu étais avec lui? Lydiane fut contente que Max arrive à cette conclusion avant elle. Je fais le tour du propriétaire, annonça-t-elle. La cabine 3 était similaire en tout point à celle de Peter. L'ordre en plus, l'homme Marini était soigneux. Elle examina tout sans rien toucher. Soudain, elle fronça les sourcils en regardant l'écran de veille du multi-ord. Il représentait un schéma en 3 dimensions du JetNet. Les éoliennes tournaient lentement tout ensemble. Enfin, pas tout à fait. Lydiane s'assit devant la machine et posa son doigt sur l'écran tactile au niveau de l'éolienne 3. Apparemment, celle-ci ne tournait pas exactement à la même vitesse que les autres. Aussitôt, l'écran s'alluma et un fichier de données complexe s'ouvrit. Lydiane murmura. Bingo! Qu'est-ce que tu as trouvé? Susurra Max. Un fichier comportant les plans d'un truc bizarre. Peut-être la machinerie de l'éolienne, juste derrière les pales. On dirait qu'il y a un escalier minuscule en colimaçon pour y monter. Après un instant de silence, qu'il utilisa probablement pour se renseigner, Max confirma. Exact, un espace réduit mais suffisant pour s'y cacher, jubila Lydiane. Eh bien, voilà où est notre assassin. Reste à savoir qui c'est. Lyd, sois prudente, le conjura Max depuis Paris. Elle sortit son pistolet, avança en direction de la machinerie et s'engagea dans l'étroit escalier qu'elle dénicha derrière un ensemble complexe de câbles. Son buste émergeait à peine dans un minuscule espace lorsqu'une main se plaqua sur sa bouche et qu'une poignée énergique l'attira par le bras. Son revolver gicla 1 mètre.
Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, elle se retrouva face à face avec un homme dont le visage grimaçait de haine. Il ne relâcha sa pression sur le visage de Lydiane que le temps de lui coller une large bande d'adhésif sur les lèvres. Elle n'eut même pas la possibilité d'alerter Max, puis l'homme l'obligea à redescendre dans la cabine de l'éolienne. Il la ligota sur une chaise de ses mains expertes. Il retira les boucles d'oreilles de Lydiane ainsi que son collier et il écrasa le tout sous ses semelles. Du coup, la jeune femme sut qu'elle avait affaire à un professionnel de l'espionnage et comprit qu'elle était perdue. Vous vous demandez qui je suis, n'est-ce pas? Ironisa l'homme. Son visage était mal rasé, ses yeux injectés de sang. On n'a pas dû vous montrer ma photo, continua-t-il. Pas de raison de vous présenter la victime. Il pense à moi comme à un macabé déjà à moitié bouffé par les poissons. Je suis sûr. Lydiane écarquilla les yeux. Biotri? L'homme qui était devant elle était Carl Biotri. La première victime, eh bien, les choses se compliquaient. Elle s'était trompée de roman d'Agatha Christie. Ce n'était pas le crime du Jetnet Express, mais les 10 petits jetnetteurs. La victime était l'assassin. Elle grimaçait et se tortillait de telle façon que ses joues devinrent rouges et les veines de son cou congestionnées. Son agresseur finit par arracher d'un coup sec l'adhésif qui la bâillonnait. Lydiane poussa un cri de douleur. 2 filets de sang coulèrent de ses lèvres. Elle passa sa langue dessus pour atténuer la brûlure. C'est vous qui avez tué Lommel Marini. Pourquoi? Demanda-t-elle au bout d'un moment. Biotri était tourné vers le hublot et contemplait les éoliennes des autres portes qui continuaient inexorablement leur long balai grandiose. Un lâche. Il avait des remords et voulait trahir en avouant notre action. Pourquoi êtes-vous monté? Parce que la thèse du suicide ne tenait pas. On voyait une main vous pousser dans le vide. Je croyais pourtant être hors du champ de la caméra quand j'ai jeté le mannequin par-dessus bord. Qu'importe maintenant. Ensuite, vous avez rejoint Marini avec votre nacelle de secours et pour qu'on ne se doute de rien, vous avez renvoyé la nacelle en automatique. Vous étiez ami avec Lommel Marini? Demanda-t-elle. Biotri se tourna dans la direction de la jeune inspectrice qui se dit en voyant son regard halluciné qu'il était temps de se souvenir de tous les cours de psycho qu'on lui avait infligés à l'école de police. Ce type voulait sa peau. Pas amis, complices, répondit-il. Nous sommes tous les deux de Green Order. Nom de nom, pensa Lydiane. Les écolo-terroristes, le tableau est au complet. Ces satanées éoliennes vont finir par créer des perturbations climatiques, granda Biotri. Plus on va en coller dans l'atmosphère, et plus on déréglera l'équilibre des courants aériens, pour finir par engendrer des tempêtes monstrueuses. Mais ceux qui savent se taisent, histoire de fric. Le jetnet est à laisser, tenta d'argumenter Lydiane. Il ne menace pas grand monde pour l'instant. L'homme éclata de rire. Petite poupée naïve, on vous recrute à la maternelle maintenant, dans la police. Puis il se fit menaçant. Marini, vous et moi serons les 3 premières victimes du jetnet. Les 3 premières victimes, se répéta Lydiane. Se demeurer quand jouaient les kamikazes. Première. Soudain elle comprit. Vous avez saboté une éolienne, assena-t-elle. L'homme haussa les sourcils avec une mimique admirative. Celle où nous sommes, poursuivit Lydiane, l'éolienne 3. Vous avez simulé votre suicide pour pouvoir rejoindre Marini ici tranquillement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous êtes venu là. Vous auriez pu saboter votre propre éolienne, non? On ne détruit pas un ensemble comme le jetnet avec un tournevis, grogna Biotri. Il fallait saboter la 3 en premier, vu sa position dans le jet stream. Et Marini ne pouvait pas trafiquer seule une machinerie si complexe. Il fallait être 2. C'est fait. La 3 est déjà en train de se désaxer, dit-il en pointant son index en direction des grandes pales dont on entendait le rythme irrégulier, comme une pulsation asthmatique à travers les parois de la cabine. Lydiane réalisait que le système allait rapidement se dérégler, entraînant une réaction en chaîne inexorable. Le jetnet perdrait alors son équilibre et s'abîmerait en mer, écrasant les plateformes et entraînant dans la mort des dizaines de personnes, dont les autres jets ingénieurs. Le projet serait arrêté pour des années. Un instant, elle fut tentée d'avouer à Biotri qu'elle n'était pas d'accord non plus avec la technologie galopante, qu'elle aussi était contre ces cruels déséquilibres entre les pays riches et les pays pauvres, qu'elle votait écolo, mais la voix de Max résonna dans sa mémoire. Lydiane, on a besoin de toi ici. Tu es flic, ma fille, pensa-t-elle. Ça s'accorde mal avec l'idée de partager les thèses des saboteurs.
Éole est le projet européen, murmura-t-elle, mais il y a fort à parier que l'Amérique va s'y mettre bientôt. Vous savez bien que deux Américains sont ici. En voyant les poings de Biotri se serrer, Lydiane se dit que ce n'était pas le bon argument. L'homme la libéra de ses liens, l'attrapa par le bras et l'entraîna en direction du sas de maintenance. Elle sentit son corps battre la chamade et se débattit comme une diablesse. Mais Biotri ouvrit la porte du sas et la poussa à l'intérieur. Une fois la porte refermée, le terroriste pressa un bouton commandant l'ouverture vers l'extérieur. L'air pressurisé s'échappa en sifflant. Lydiane bloqua sa respiration. L'homme voulut entraîner la jeune femme avec lui dans le vide, mais elle eut le temps de passer son bras gauche dans une courroie fixée à la paroi. Happée par le vide, Biotri s'accrocha à une de ses jambes. Elle sentit son bras craquer dans un ultime effort. Elle balança un coup de pied dans le visage de Biotri, l'obligea à lâcher prise. Il ouvrit la bouche sur un cri qu'il n'eut pas le temps de pousser. Aspiré par le tourbillon de l'air, il disparut dans le vide, tel un pantin désarticulé. À la limite de l'asphyxie, flottant dans le sas au bout de son bras désarticulé, Lydiane réussit à atteindre de la pointe du pied le bouton de commande de fermeture. Il lui semblait qu'il s'écoulait une éternité avant que la porte ne se referme. Aussitôt l'air revenu, elle aspira goulûment. Elle parvint à se dégager de la courroie avec difficulté et ouvrit la seconde porte du sas pour entrer dans la cabine. Toutes les alarmes étaient au rouge et le sol sous ses pieds commençait à vibrer dangereusement. Le signal radio clignotait désespérément. Elle bascula l'interrupteur. Une voix s'égosillait. La 3, répondit la 3 Banson. J'écoute, halta Lydiane en s'emparant du micro. Enfin, il faut stopper l'éolienne immédiatement, sinon le jetnet va tomber. Il peut supporter une éolienne arrêtée, mais pas une éolienne désaxée. Pourquoi ne le faites-vous pas d'en bas? Impossible. Nos commandes sont court-circuitées par les vôtres. On a envoyé une équipe, mais elle arriva trop tard. Biotri avait pensé à tout, remarqua Lydiane. Qu'est-ce que je dois faire? Le coupe-circuit se situe dans l'armoire électrique, en face du sas de l'ascenseur. Vite! Lydiane lâcha le micro, se précipita en titubant vers l'armoire et l'ouvrit. La manette était bien là, sous ses yeux, mais elle lui parut énorme. Comment la rabattre? Elle essaya vainement de s'embraver vite, puis mit ses deux mains sur la poignée en grimaçant. Dans un ultime effort, elle pesa de tout son poids sur l'objet. La douleur lui transperça le corps. Le claquement de la poignée enfin rabattue fut couvert par son cri de souffrance. La jeune femme eut le temps d'entendre, avant de sombrer dans l'inconscience, les pales qui s'immobilisaient enfin dans un soupir de géant. Inquiet sur le sort de Lydiane, qu'il avait désespérément essayé de joindre en appelant la 3, Peter était arrivé le premier sur les lieux en nacelle. Quand je t'ai trouvé évanoui, j'étais tellement paniqué que j'ai failli te faire du bouche à bouche, sans ôter mon casque. Lydiane se mit à rire et se serra un peu plus contre son mari. Peter et elle revenaient de leur voyage de noces. La jeune femme avait fait la connaissance de sa belle famille à Kendall. Ils étaient ensuite passés par New York, où Peter avait présenté devant une assemblée de décideurs américains les arguments du consortium Aeol sur la limitation d'implantation des jetnets en plus de celui déjà en service, qui était en train de disparaître à l'horizon derrière le supersonique qui ramenait Lydiane et Peter à Paris. Un seul autre complexe serait autorisé. Celui-là aussi serait européen. Les Américains ne partiraient pas à la conquête du Jetstream. Tout compte fait, la mort de Biotri et celle de Marini avaient servi à quelque chose. Après la rapide remise en état de marche du JetNet, des journalistes avaient porté l'affaire à la connaissance du grand public. Et sous la pression médiatique, il était apparu clairement à tous qu'il valait mieux ne pas jouer avec le vent, au point de risquer des dérèglements du climat. Ah, le souffle d'Éole, murmura la jeune femme. C'était le nom du petit voilier que le consortium européen, ainsi que les jet-ingénieurs et les policiers collègues de Lydiane, Max et Martinez, en tête, leur avait offert en cadeau de noces, pour que Lydiane puisse initier son époux à sa seule vraie passion. Car en vérité, ce n'est pas le fait que je n'ai pas le vertige qui m'a sauvé la vie dans cette histoire, mais bel et bien mon entraînement depuis l'enfance à la plongée en apnée. Et ça, personne n'aurait pu le prévoir.